Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les random forests. Alors que les random forests, c'est une méthode ensembliste de machine learning qui permet de faire des prédictions, donc soit de classification, soit de régression, dans le but d'améliorer la précision ou de réduire l'overfitting, de réduire la variance. Alors, comme toutes les méthodes ensemblistes basées sur les arbres de décision, pour les utiliser, c'est bien quand même de comprendre ce qu'est un arbre de décision. Un arbre de décision permet de refléter un peu la pensée humaine, c'est-à-dire que on va diviser l'espace en régions, en quelque sorte, à partir de nos données d'entraînement. Et dès qu'on va trouver une nouvelle observation, on va la placer dans cet espace et on va attribuer à cette observation la classe de la région à laquelle il appartient. Et donc, l'idée des méthodes ensemblistes, c'est d'utiliser un petit peu ce principe qui dit que les arbres de décision sont dépendants des données d'entraînement. Donc l'idée, c'est que si jamais on entraîne nos arbres de décision, plein d'arbres de décision sur plein de subsets différents de notre donnée d'entraînement, on se retrouve à en fait combiner des arbres de décision qui sont fondamentalement différents, et c'est ça qui permet de réduire la variance. C'est un petit peu utiliser une intelligence collective en quelque sorte. Au lieu de faire une seule prédiction, on va en faire 100 et on fait la moyenne, on fait un majority vote, ce qui nous permet, donc à partir de ce processus de bagging, donc le processus de bagging c'est vraiment ce majority vote ou la moyenne dans le cas d'une régression, ça permet de réduire la variance et généralement d'améliorer un petit peu l'accuracy. Le random forest permet de pallier le problème qui est le suivant, c'est-à-dire que même si on fait du bootstrapping et du bagging, on peut avoir des problèmes de corrélation entre les différents arbres. Alors certes, ils ne sont pas entraînés sur les mêmes données d'entraînement, donc le partitionnement de l'espace n'est pas le même, mais vu qu'à chaque fois on utilise les mêmes features, on se retrouve quand même à avoir des résultats semblables. Vous pouvez facilement l'imaginer, si on a énormément de données, eh bien, les arbres de décision vont quand même converger plus ou moins vers les mêmes arbres. Le random forest, pour pallier ce problème, va introduire de la stochastique, donc de l'aléatoire si vous préférez. Au lieu d'entraîner nos arbres de décision sur un subset avec l'ensemble des features, eh bien, on va l'entraîner sur toujours ces mêmes subsets. On va garder cette étape de bootstrapping, mais on ne va pas sélectionner toutes les features, mais un subset de ces features. Et ensuite, comme un arbre de décision classique, on va utiliser le Gini index pour choisir le meilleur split et faire notre partitionnement de l'espace à chaque nœud. Le random forest permet donc de, après étape de bagging, d'avoir des modèles fondamentalement différents et d'avoir une prédiction qui est généralement meilleure que celle d'un arbre de décision simple. Et c'est la raison pour laquelle ce framework est très utilisé en industrie, dans des POC, etc. Donc, on a déjà parlé de l'accuracy, on a parlé de la variance, donc, qui permet au modèle d'être plus robuste aux problèmes d'overfitting. Et il y a un troisième avantage à utiliser les random forests, c'est qu'il permet de fournir des insights, un peu d'importance de quelles sont les meilleures features à chaque split. En quelque sorte, l'importance de ces features, si tant est qu'elles soient indépendantes entre elles, nous permet de généraliser cela à l'importance. Donc, pour faire simple, généralement l'importance on la mesure grâce à un Gini index, donc qui mesure l'impureté de chacune de ces features. Et donc, celle qui minimise l'impureté, celle qui est la moins impure, eh bien, ça va être généralement la plus importante. Donc, si jamais on est sur une prédiction de prix, peut-être que le modèle va nous permettre de dire que la feature, je sais pas moi, salaire médian des personnes qui achètent des maisons dans cette région est la feature la plus importante, donc la moins impure dans ce dataset. Et donc, si jamais c'est une mission dans laquelle on essaie d'expliquer un petit peu comment notre modèle marche, cette mesure d'importance est tout à fait pertinente. Maintenant, dans les désavantages, il y a aussi quelques problèmes. C'est que certes, on a cette mesure d'explicabilité, mais cela reste pas très interprétable, tout simplement parce qu'on utilise des centaines d'arbres de décision, et que certes, oui, cela imite un petit peu la pensée humaine, mais cela reste pas très explicable en pratique.
Et enfin, c'est aussi assez gourmand en termes de ressources computationnelles. Peut-être pour faire une petite ouverture sur les random forests, on a dit que ça permettait de pallier le problème de corrélation entre les différents arbres, mais vu qu'on sélectionne, même dans ces subsets, le meilleur subset de feature, la meilleure feature pour effectuer le split, on peut se retrouver avec un random forest qui utilise quand même des arbres de décision pas trop similaires, mais quand même similaires quand même. Et donc pour cela, il existe un autre framework, les Extremely Randomized Forest, qui permettent d'ajouter de la stochastique. En fait, on ne va pas sélectionner le meilleur split à chaque fois, on ne va pas sélectionner le split qui minimise l'impureté, mais au contraire, on va faire quelque chose de complètement aléatoire. Et donc certes, les arbres de décision, les modèles de niveau 1 vont être beaucoup moins bons, mais on va gagner un petit peu en robustesse, on va gagner un petit peu en variance. Donc c'est un framework qui existe. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, à créer cette slide également. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Salut!